Bonjour et bienvenue sur Maghreb Intelligence TV. Aujourd'hui, nous lançons notre première émission Maghreb est égal à monde. Une émission d'analyse, une émission qui fait le tour de l'actualité maghrébine, franco-maghrébine et du Sahel. Je reçois avec moi dans cette émission mon ami Abdou Semmar, directeur de publication d'algériepartplus.com et mon ami aussi, il n'y a pas d'exclusivité dans l'amitié, mon ami Lamine Ould Salem depuis Dakar, il est rédacteur en chef de l'agence APA au Sénégal. Bienvenue Lamine. Bienvenue. Tu m'entends? Tu m'entends Oui. Lamine? C'est parfait, on t'entend bien. Bienvenue Abdo. Merci à toi, cher Karim. C'est un plaisir de te Alors- retrouver. ah, T'es joli alors- avec ton papillon. Merci, c'est gentil. Alors aujourd'hui, on a un menu assez costaud quand même. On a le sommet France-Afrique, on a la crise franco-algérienne, on a le Sahel, ce qui se passe au Mali, on a le nouveau gouvernement marocain et une nouvelle chef de gouvernement en Tunisie, un événement inédit dans le monde arabe. Alors, commençons par ce qui est chrysogène. Qu'est-ce qui se passe entre la France et l'Algérie, Abdo? Ouf, quelle question, Karim. Quelle question que même ton papillon ne saurait pas résumer aussi facilement. C'est pas mon papillon Il se passe qui est à beaucoup de- l'origine. C'est pas mon papillon qui est à l'origine de la crise, je te rassure. C'est une crise multidimensionnelle. Une crise multidimensionnelle qui s'explique par plusieurs facteurs politiques et sociaux. D'abord, cette crise, elle vient suite on va dire, à une grande déception française. Les autorités françaises, l'Élysée notamment avec Emmanuel Macron, qui a longtemps soutenu le régime algérien depuis l'arrivée de Tebboune, malgré des débuts très chaotiques et beaucoup de malentendus, Macron s'était résolu à soutenir le régime algérien pour garantir la stabilité du pays. Il a cru bien faire de miser sur ce régime, espérant que le régime algérien pourrait tenir le pays et garantir sa stabilité. Il faut savoir pour la France, l'Algérie est une problématique interne, ce n'est pas une problématique externe. C'est-à-dire avec plus de 5 millions d'Algériens qui vivent en France, voire plus. Il y a un Français sur 6 qui a une relation sur l'Algérie. Les Algériens sont tellement nombreux que les statistiques françaises sur le nombre des Algériens en France, c'est un grand sujet tabou. Les relations sont tellement imbriquées et les deux pays sont tellement dépendants l'un de l'autre que la France ne peut pas se permettre, et en aucun cas ne pouvait se permettre, de hypothéquer la stabilité de l'Algérie. Donc ils ont cru bien faire que le nouveau régime militaro-civil avec Tebboune et Chengrihab permettrait de garantir la stabilité. 2 ans après, la France découvre que la stabilité est encore plus, même si le Hirak a été vaincu, mais qu'il y a des nouveaux épisodes, le conflit avec le Maroc, la question de la Kabylie, avec tous les dérapages qui se sont produits en Kabylie depuis les feux de forêt en Kabylie, et puis que le régime algérien n'a pas renvoyé l'ascenseur à Paris. Macron, à 6 mois d'élection présidentielle, il s'attendait à ce que le régime algérien va l'aider à régler le problème migratoire. L'immigration, qui est un enjeu majeur et un sujet important lors des élections présidentielles en France de 2022. Les migrants clandestins algériens, l'Algérie ne veut pas les reprendre. Les radicalisés, les personnes les plus radicalisées, qui sont une trentaine, dont certains sont même emprisonnés en France, l'Algérie ne veut pas les reprendre. Pire encore, l'Algérie fait du chantage. Le régime algérien fait du chantage à la France. Il demande en échange des opposants, des exilés, comme votre bien serviteur bien-aimé qui est avec vous ce soir, ou d'autres opposants exilés en France. Ensuite, tu as le dossier libyen, le dossier malien, qui commence à nourrir de grandes divergences entre Alger et Paris. L'Algérie et la France n'ont pas la même approche quant au retrait des troupes françaises. Ce n'est pas du tout la même approche. Et puis, la Russie qui veut un petit peu bousculer la France au Sahel avec un rapprochement avec la nouvelle junte malienne. Abdo, Et pardon, Alger, désolé si je te coupe, j'arrive plus à suivre. Le problème est entre la France et l'Algérie. C'est les déclarations de Macron qui nient l'existence d'un État algérien précolonial. Et en même temps, il Non, tacle la Turquie. En même temps, il tacle la Turquie. en fait, ça c'était pour noyer, vraiment pour noyer le poisson, comme on va le dire. C'est pour aiguiser le couteau autrement. En fait, le colonialisme dans les polémiques algéro-françaises, c'est juste du décor. Parce que la problématique
des crimes coloniaux français en Algérie, c'est un vieux sujet. Et Macron a utilisé ça pour titiller un peu le régime algérien. C'est juste pour les énerver encore davantage. Mais le véritable différent n'est pas au niveau historique. Ça, tu sais qu'elle est, mais les dirigeants algériens viennent se soigner en France, ils prennent des résidences secondaires en France, ils passent des vacances en France, Il se ils font soigne. souvent des va-et-vient et se soignent notamment en France, ça les a jamais dérangés. Et pourtant, le discours sur le colonialisme en France n'a pas évolué. Macron l'a dit avec beaucoup plus de brutalité cette fois-ci parce qu'il était énervé. Mais Parce pourquoi qu'il était justement, sérieusement pourquoi il a été énervé. énervé? Mais pourquoi il était énervé? C'est ce qu'on voudrait Énervé, savoir. je t'ai dit énervé parce que le régime algérien ne lui a pas renvoyé l'ascenseur. Si l'Algérie ne reprend pas les migrants clandestins, les migrants irréguliers, il ne reprend pas les éléments radicalisés, ça va menacer la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, parce que tu sais très bien, tu l'observes en France, Zemmour et compagnie tablent essentiellement sur ces thématiques pour gagner les élections présidentielles. Macron risque d'être affaibli terriblement par son bilan de la mauvaise gestion, sa mauvaise gestion de la question migratoire. Ici, vous le regardez bien, que vous n'êtes pas sans ignorer que aujourd'hui, depuis le début du mois de septembre, on est à 1000 haragas algériens par jour, pratiquement sur les côtes espagnoles. Et les haragas algériens ne restent pas en Espagne, ils viennent tous en France. Personne ne veut, aucun Algérien ne veut vivre en Espagne. Tout le monde tous les Algériens veulent venir en France. Ce qui va constituer un énorme problème pour Emmanuel Macron, qui doit se battre, qui aura du mal à convaincre les Français sur la question migratoire, qui constitue pour les Français en tout cas un enjeu majeur. Les Français considèrent que leur pays a changé parce qu'il y a trop d'immigrés, notamment trop d'Algériens et trop d'Arabo-musulmans. Ça le dit, ils le disent. Que ce soit Zemmour ou ou Marine Le Pen ou d'autres chapelles de la droite française, la parole s'est complètement libérée sur la question des immigrés. Et tu as le problème du Mali. La France voulait se retirer selon un agenda. L'Algérie veut faire un bébé dans le dos de la France en s'alliant avec la Russie et en faisant une Avec alliance l'arrivée de russe Wagner, des troupes de avec l'arrivée Wagner. de Wagner. Voilà, les généraux algériens, ou le régime algérien, est davantage favorable à un remplacement de la France par la Russie que d'un remplacement de la France par une force multi-africaine dans laquelle l'Algérie pourrait jouer un rôle, mais sous l'égide ou sous l'influence française. Et là, Justement, Macron, ça l'a vraiment énervé. Ça l'a vraiment, vraiment énervé. justement, je me tourne vers notre ami Lamine Ould Salem qui est à Dakar. Lamine, toi qui es connaisseur de la France, qui est connaisseur pour avoir vécu à Paris pendant de longues années, mais qui est aussi un très grand connaisseur du Mali, est-ce que la crise entre l'Algérie et la France est un sujet électoraliste, et est-ce que le Mali est un est un point de discorde entre les deux pays? Euh, L'Algérie a toujours été un sujet central pour les Français, notamment les élites politiques françaises. Le lien entre les deux pays est construit par une histoire à la fois douloureuse et très intime. Et cette crise actuelle entre la France et l'Algérie s'explique en partie par le fait qu'on soit à la veille d'une élection présidentielle où la thématique de l'islam, de l'immigration, etc. sont posées. Et l'Algérie est un cas concret. La réduction du nombre de visas décidée par les Français, du nombre de visas octroyés aux citoyens algériens, marocains et tunisiens de 50%, n'a été en fait qu'une sorte un prélude à une étincelle. L'étincelle est venue des propos de Macron quand il a parlé justement, il a nié à l'Algérie le caractère de nation avant la colonisation, ce qui a bien sûr s'est traduit par le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France, et après l'interdiction par l'Algérie des survols des avions de l'armée française censés aller dans le Sahel. L'armée française est présente avec plus de 5000 hommes, notamment au Mali. Ce qui pénalise la France réellement, militairement au Mali, non? Absolument, absolument. Je pense, oui, je pense que c'est... Allô? Oui, on t'entend bien. Oui, Lamine, continue. Je pense qu'effectivement, cette mesure algérienne, absolument, pourrait être lourde de conséquences pour les Français, parce qu'ils seront contraints de contourner le territoire algérien en allongeant les distances. N'oublions pas aussi que, d'ailleurs, tout le monde a été surpris à l'époque quand la France avait engagé ses militaires au Mali en janvier 2013, du fait que l'Algérie
lui ait accordé la possibilité pour ses avions de survoler son territoire, alors qu'on savait très bien que l'Algérie a toujours considéré le Mali comme étant sorte de profondeur stratégique, et tout ce qui touche à la stabilité du Mali a toujours été regardé de manière très importante par les Algériens. Donc, s'agissant maintenant, par contre, de l'histoire de Wagner et de la volonté des autorités maliennes de s'allier avec les Russes en signant un contrat avec la société militaire privée russe Wagner, est-ce que cet épisode qui a vexé les Français, et qui d'ailleurs continue toujours à alimenter la crise entre les Maliens et les Français, est-ce que les Algériens sont favorables à la présence de Wagner? Je ne suis pas très sûr que le gouvernement algérien soit aujourd'hui prêt à ce qu'une société militaire privée soit à ses frontières sud, dans une zone qui n'est pas exempte de troubles, parce que de temps en temps, le sud algérien connaît quelques mouvements d'humeur de la part des jeunes Touaregs, des jeunes Arabes des villes d'Arabdaya, de Tamaracet, d'Ilizi, Djanet, etc. D'accord. Donc aujourd'hui, selon toi, Lamine, cette crise va s'arrêter, elle va continuer, c'est un feu de paille, ou c'est réellement une crise profonde qui va changer les relations entre les deux pays? Elle ne changera pas les relations entre les deux pays, mais elle pourrait durer jusqu'à la présidentielle, au moins, française, bien sûr, parce que je ne pense pas que le fait que Macron, n'oublions pas que Macron, lors de la campagne électorale pour la présidentielle 2017, avait fait le voyage d'Alger, avait tenu un discours très conciliant vis-à-vis des Algériens. Il avait même condamné la colonisation, comme il l'a qualifié de crime contre l'humanité. Plus tard, il a fait un certain nombre de gestes à l'égard des Algériens, notamment la remise des crânes des résistants algériens à la pénétration coloniale, qui étaient gardés au musée de l'Homme d'histoire naturelle à Paris, je crois. Et là, brusquement, son discours de la semaine dernière, rapporté par Le Monde, ne pouvait le savait lui-même en niant aux Algériens, à l'Algérie, le caractère de nation avant la colonisation, et en qualifiant le gouvernement algérien de régime militaro-politique, politico-militaire vivant sur une rente mémorielle. Il savait très bien que cela allait provoquer des réactions de la part des Algériens. Mais est-ce que l'Algérie ira jusqu'à, par exemple, la rupture des relations diplomatiques, ou ira jusqu'à prendre des mesures beaucoup plus radicales que celles prises jusqu'ici? Je ne pense pas. Je pense que le maintien des ambassades dans les deux pays et l'intensité des liens entre les deux pays feront qu'il y aura des discussions certainement dans les coulisses, et ils finiront certainement par normaliser, exactement comme la crise qui s'était passée entre les Français, les Américains et les Australiens, après la rupture du contrat entre les Français et les Australiens sur l'achat de sous-marins nucléaires. D'accord. Abdessamar, vous pensez que cette crise est passagère? Vous pensez qu'il y a une rupture totale entre l'administration, l'Élysée, le Quai d'Orsay, l'administration française et les autorités algériennes, au moins militaires, parce qu'on sait que la Mamara continue à charger encore la France, alors que Macron a adopté un discours plus ou moins conciliant ces derniers jours? Non, la crise va durer, Karim. La crise va durer parce qu'il y a une échéance présidentielle en France. Que le problème, comme je t'ai dit, il faut vraiment prendre en considération que le problème migratoire est devenu un enjeu majeur pour ces élections présidentielles. Donc personne n'osera se réconcilier avec l'Algérie en hypothéquant ses chances électorales. Donc il y a réellement un contexte électoral et politique en France qui ne favorisera pas une réconciliation, d'autant plus que le régime algérien persiste dans sa logique de chantage. C'est-à-dire il dit clairement je ne reprends pas mes migrants clandestins, je ne reprends pas les éléments radicalisés. D'ailleurs, juste pour te confirmer une information, la France n'a inclus la Tunisie ou le Maroc sur la liste des pays qui ont été sanctionnés par des mesures de réduction drastique du nombre de la délivrance du nombre des visas Schengen, juste pour ne pas donner l'impression qu'elle est dans une croisière anti-algérienne. Parce que réellement, la coopération avec le Maroc et la Tunisie se porte nettement mieux par rapport à la coopération de la France vis-à-vis de l'Algérie, où nous sommes à des chiffres ridicules. C'est-à-dire on est entre 0,2 à 0,5% de demandes d'expulsion, de demandes de délivrance de laissez-passer consulaires, etc. D'accord, Recording in progress.
Mais aujourd'hui, réellement. J'ai une notification sur Zoom, c'est pour ça que je n'ai pas compris. Ça D'accord. m'a interrompu. Oui, Aujourd'hui, Recording stopped. aujourd'hui, concrètement, le régime algérien arrive à profiter de cette diabolisation. Le régime algérien ne vit que des crises. Comme il n'a rien à offrir à son opinion publique en ce moment, ça l'arrange un peu cette crise avec Paris. Mais si elle dure plus longtemps que prévu, si elle est passagère de quelques semaines, il va l'utiliser. Remarque qu'en Algérie, l'appareil médiatique, les médias affiliés au régime, les télévisions, les médias lourds instrumentalisent cette dispute avec l'ancienne puissance coloniale. On reparle de l'histoire, on reparle de la guerre d'indépendance, l'Armamara qui part dans tous les pays, qui fait sa visite au Mali, en Italie, qui parle de l'héritage du colonialisme, de coloniser l'histoire. Pour le moment, c'est un bon business, c'est un bon fonds de commerce. Mais si ça va, lorsque le régime algérien va découvrir que cette crise risque de durer jusqu'à début 2022, ça va le déstabiliser. La France, c'est pas le Maroc. L'Algérie ne peut pas se permettre de couper ses relations diplomatiques avec la France comme elle l'a fait avec le Maroc. C'est deux types de relations complètement différentes. oui, je conçois, mais quand vous parlez de régime algérien, est-ce que vous parlez d'un régime monolithique où il y a... Parce que Macron semble faire la différence entre un complexe militaire, militaro-militaire, et la présidence, et Tebboune, un président civil. On a saisi cette nuance chez lui. En fait, justement, c'est le plus gros problème de Macron. Pour Macron, il a son interlocuteur, c'est Tebboune. Mais il a remarqué que depuis 2020, tous les engagements pris par Tebboune n'ont pas été respectés. Il a bien remarqué que Tebboune, d'ailleurs, il a manqué à sa parole et qu'il y a une marge de manœuvre très limitée. C'est pour ça qu'il s'en est pris violemment au pouvoir parallèle, c'est-à-dire le pouvoir militaro-sécuritaire. Effectivement, alors, au sein du régime algérien, il n'y a pas de consensus sur toutes les thématiques. Mais il y a un consensus autour de l'instrumentalisation de la main étrangère. Si tu veux, le Maroc, comme pour Tebboune, comme pour les militaires, la guerre avec le Maroc, c'est un consensus, parce que tout le monde veut utiliser le Maroc comme étant l'épouvantail qui permettra au régime algérien de La calmer son guerre, opinion publique, la guerre est-elle envisageable entre le Maroc et l'Algérie, au vu de Non, l'état des relations, enfin, de l'inexistence de relations et de canaux? Je pense qu'il n'y a jamais eu ça dans l'histoire des deux pays. Il n'y a aucun canal de discussion entre les deux pays, même à travers un pays tiers, je pense. ouais, tu sais, un jour, Houellebou Boumediene avait dit un jour, la guerre est quelque chose de trop sérieux, vraiment de trop sérieux pour la prendre pour un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant, donc on ne peut pas vraiment parler de guerre. Non, le régime algérien, il aurait peut-être envisagé d'affaires comme Amgala, genre quelques escarmouches à la frontière, mais une guerre conventionnelle, pas du tout. Le régime algérien n'est pas dans. Il faut savoir ce qui est étonnant. D'ailleurs, ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans l'esprit des dirigeants algériens, ils sont dans la peau du victime. Ils sont pas l'agresseur. Quand tu leur parles, quand tu leur dis, mais c'est vous qui attaquez, c'est vous qui déclarez, chaque jour il y a une déclaration contre le Maroc, Il y a pourquoi? toujours une Ben, eux, escalade ils de sont la part étonnés. d'Alger. Oui. Oui, mais bizarrement, pour les dirigeants algériens, ils comprennent pas les gens qui ont cette perception. Pour eux, c'est le Maroc qui agresse, c'est le Maroc qui attaque, c'est le Maroc qui menace de faire la guerre à l'Algérie, pas le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a cette alliance entre le Maroc et Israël. Il faut comprendre que l'alliance maroco-israélienne, elle a tout chamboulé. Aux yeux du dirigeant algérien, civil comme militaire, l'arrivée d'Israël dans l'équation maghrébine, elle a chamboulé l'échiquier. Et pour les Algériens, pour les dirigeants algériens, Israël va donner des atouts qui permettront d'enterrer le leadership algérien dans la région et qu'avec les armes de cyberguerre, avec les drones, avec toutes les armes sophistiquées israéliennes qui peuvent circuler au Maroc, ça va menacer la sécurité algérienne. C'est vraiment comprendre que pour les dirigeants algériens, la guerre a été déclarée. C'est qu'il y a une guerre. Pour eux, il y a une guerre. Ils sont déjà en état de guerre. Et que l'agresseur, c'est pas eux, c'est le Maroc, parce qu'il a ramené les Israéliens dans la région. Ça, Justement. il faut le comprendre. Il faut vraiment le comprendre parce que c'est ça le point central de leur réflexion. Il y a une guerre à partir du moment où Israël est à Rabat et à Casablanca ou à Marrakech. Lamine Ould Salem, est-ce que l'alliance ou ce rapprochement entre Israël et le Maroc rebat les cartes du leadership au Maghreb? Est-ce que ça change fondamentalement la donne entre l'Algérie et le Maroc? Comme le dit Abdou, ça nourrit évidemment un sentiment de crainte de la part des Algériens
sur un déséquilibre des rapports de force, une alliance ouverte entre le Maroc et Israël, même si on sait très bien C'est pas qu'Israël a nouveau. toujours eu plus ou C'est pas moins. nouveau. Il y C'est avait pas un nouveau, bureau c'est de pas nouveau. représentation Pas il y a qu'avec 20 ans. Il y pas avait qu'avec le Maroc. voilà, en Mauritanie, au Maroc. Il y a quelques années, elle avait une ambassade en Mauritanie. Elle a toujours eu un bureau de liaison à Tunis. C'est pas nouveau, mais sauf que cette alliance ouverte, et surtout, moi, je pense que c'est plutôt la reconnaissance par Trump de la marocanité du Sahara qui a surpris tout le monde dans la sous-région en mettant les Algériens dans une situation assez compliquée, en se disant, mais nous nous battons en soutenant le Polisario pour l'indépendance du Sahara ou de toute détermination au moins, alors que les États-Unis, qui est la superpuissance mondiale, prend une position nettement contraire à nos positions à nous. Ils reconnaissent la marocanité du Sahara, donc le dossier est clos sur le plan international. Alors, Israël arrive, une alliance ouverte entre les Marocains et les Israéliens fait naturellement craindre aux Algériens un déséquilibre des rapports de force. Comme le dit Abdou tout à l'heure, notamment, on pense, hein, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être même pas envisagé, mais tout le monde pense aujourd'hui qu'avec des relations ouvertes entre le Maroc et Israël, le Maroc pourrait bénéficier de la supériorité technologique israélienne, les drones, les logiciels d'espionnage, les satellites, etc., des armements ultra sophistiqués, etc. Je pense que cet élément joue beaucoup dans la perception qu'ont les Algériens aujourd'hui de relations avec le Maroc. Mais de là jusqu'à une guerre ouverte, est-ce que c'est une guerre ouverte est-elle envisageable? Je ne pense pas. Les deux pays n'ont pas intérêt à. Je pense qu'ils ont d'autres soucis et d'autres priorités que de s'affronter. De toute façon, je ne pense pas non plus que leurs amis et leurs alliés étrangers les laisseront aller dans une guerre. Par contre, je me pose la question, quand est-ce que ces deux pays pourraient trouver un terrain d'entente pour sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvent? À chaque fois qu'on a l'impression de dépasser une situation de crise entre les deux pays, une autre surgit, et on se retrouve au point zéro. 60 déclenchement de la guerre du Sahara, 75, reconnaissance par l'Algérie de la RASD, rupture des relations diplomatiques, puis après cessez-le-feu de 91, ouverture des frontières entre l'Algérie et le Maroc, 94 attentat d'Atlas Asni et Marrakech, fermeture des frontières terrestres notamment, et là, cette série de crises qui se sont succédées ces derniers mois, ces 2 dernières années, notamment l'affaire de Guerrero, la reconnaissance par les États-Unis de la Mauritanie du Sahara, l'établissement des relations avec Israël, débouche sur une rupture totale des relations diplomatiques. Mais il ne faut pas non plus se leurrer, hein, les deux pays ont les moyens de garder le contact. Ils ont des pays amis, ils sont tous les deux membres de plusieurs organisations. Vous croyez un téléphone rouge entre les deux pays qui peut être actionné en cas de crise ultime? Il doit exister absolument, il doit y avoir des contacts. Alors, à défaut de pouvoir, à cause de la crise entre l'Algérie et le Maroc, à défaut de parler de l'Union du Maghreb, parlons de ce sommet à Montpellier, France-Afrique, convoqué par Macron. Je dis bien convoqué par Macron, mais sans la présence des chefs d'État africains priés de rester chez eux. C'est quand même inédit dans les annales. C'est vrai, c'est inédit, mais il faut dire que Macron l'avait annoncé, hein, en confiant la préparation de ce sommet à l'intellectuel camerounais très célèbre d'ailleurs, Achille Mbembe. Macron a voulu donner la preuve de son intention de refonder les relations de la France avec l'Afrique. Alors, la question est, je ne doute personnellement pas de la bonne foi et d'ailleurs de la qualité du travail de M. Mbembe, mais est-ce que, une fois que ce sommet sera terminé, est-ce que réellement les mesures proposées et les suggestions faites par les participants sont réellement retenues et traduites dans les faits? Personnellement, je ne suis pas très sûr que cela sera le cas. Abdou Semmar, vous pensez que
France-Afrique est une survivance, c'est un monde qui n'existe plus. La France a perdu le Mali, est en train de perdre le Mali, il a perdu la Centrafrique, la Guinée elle est en difficulté, on la voit un peu en Afrique, elle est sur la défensive. Moi, je ne suis pas partisan d'une vision décliniste de la France. C'est-à-dire le déclin de la France sur la scène africaine, je n'y crois pas trop. Je crois à un recul qui est logique parce qu'il y a de nouveaux acteurs. Quand on a en face de soi la Chine, quand on a en face de soi une Turquie plus agressive, une Russie beaucoup plus sûre d'elle-même, voilà, l'Afrique ne pouvait pas rester éternellement un terrain conquis pour la France. Ça aurait été une idiotie absolue. Même les théoriciens français savent très bien et s'attendaient à cette concurrence très rude de la part de nouveaux acteurs. Sauf que là, on a un Emmanuel Macron bizarroïde quand même. C'est un ovni, ce monsieur, dans l'univers de la diplomatie. C'est un véritable ovni. C'est un banquier, c'est pas un politicien. Voilà, c'est un bon. Il est plus businessman que. Voilà, on est loin de la grille de lecture gaulliste ou méditerranéenne. Exactement. Voilà. En fait, la France, elle n'a pas fait son deuil de son dernier grand président qui est Jacques Chirac. Jacques Chirac était un mec qui savait ce que c'est que la diplomatie, qui connaissait ce que c'est les sensibilités de chaque pays. Il avait une vision globale du monde, il avait une vision globale de ce que le monde devait ou pouvait devenir. Et d'ailleurs très apprécié et très aimé au Maghreb et en Afrique. Exactement, c'était un grand chef d'État qui était là, il a incarné cette France respectable, cette France influente. Macron, il veut tenter de révolutionner les choses. Macron veut entrer dans l'histoire. Il veut entrer dans l'histoire. Il risque plutôt d'en sortir. Je vais essayer d'être différent. Il risque d'en sortir pour le moment. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le sort des téméraires. Les téméraires où ils réussissent et ils entrent de manière fracassante dans l'histoire, où ils échouent, ça se termine pour eux dans les poubelles de l'histoire. Il n'y a pas une troisième issue. Mais à sa décharge, Macron il est convaincu qu'il faut révolutionner les choses, qu'il faut parler autrement, qu'il ne faut pas dépendre des chefs d'État africains, qu'il faut essayer de parler à la société civile. Moi, je pense que 2 sommets auraient été totalement possibles. La France aurait pu organiser un sommet classique, parce qu'il fallait parler aux chefs d'État africains, il fallait parler à l'élite dirigeante, c'est inévitable. Et en parallèle, Paris aurait pu organiser ce même sommet qui est intéressant en soi, qui est fortement intéressant, le problème n'est pas là. Mais la société civile en Afrique, c'est un concept un peu marketing. Hein. Tout le monde parle de société civile. Qui est cette société civile? Souvent, on trouve parmi cette société civile les cousins ou les parents des dirigeants réellement qui sont au pouvoir. Est-ce qu'elle est influente dans des pays où il y a beaucoup d'analphabétisme, où le développement de l'Internet n'est pas encore vraiment à une vitesse impressionnante? Donc, on ne connaît pas quelle est l'ampleur ni le poids de cette société civile. Elle incarne, c'est l'un des visages de la nouvelle Afrique. Ce n'est pas le visage le plus prometteur ou le seul visage unique. Il y a d'autres visages de l'Afrique. Peut-être qu'il aurait fallu... c'est-à-dire qu'on ne peut pas thématiser uniquement sur la société civile. Donc, je pense que Macron a fait une erreur, je crois. À force de trop vouloir révolutionner les choses. Macron me rappelle Picasso. Un jour, quelqu'un est parti voir Picasso pour lui dire, voilà, je veux dessiner. Et ce mec n'était pas le gars qui parlait, qui conversait avec Picasso, n'avait pas de grand talent. Qu'est-ce que lui a dit Picasso? Lui a dit, avant de vouloir dessiner une pomme comme on veut, il faut la dessiner comme elle est, comme on peut déjà. Donc, il faudrait que Macron accepte de comprendre l'Afrique des dirigeants tels qu'elle est dirigée aujourd'hui, parce que c'est un fait. Ça sert à quoi de parler à la société civile si la société civile n'a aucun poids sur la décision politique? Ensuite, c'est peut-être par le biais politique, par le biais officiel, qu'il devra peut-être influencer les choses et changer un peu les pratiques. Mais je pense qu'il va plus vite que la musique et qu'il n'est pas encore conscient qu'il y a certains canaux qui sont incontournables. Alors Lamine, Emmanuel Macron fait fausse route ou bien va plus vite que la musique, révolutionnaire, incompris? Réellement, c'est quoi cette nouvelle France-Afrique? Je ne pense pas. Je pense que, comme le dit Abdou, je ne vais pas dire qu'il tâtonne, mais il veut bien prouver par un certain nombre de faits qu'il a absolument l'intention de refonder les relations entre la France et l'Afrique sur de nouvelles bases. Le problème est que il est vrai qu'il manque, lui personnellement, en dehors d'un stage, à l'époque où il était jeune élève de l'ENA,
ou Fréloré Adena dans l'ambassade de France au Nigeria, il n'a pas une très grande connaissance du continent. C'est quelqu'un, comme tu disais, Karim, qui est beaucoup plus banquier que diplomate. Ce n'est pas Chirac, ce n'est pas Mitterrand, ce n'est pas De Gaulle, ce n'est pas Pompidou, ce n'est même pas Giscard. Et sur ce plan-là, oui, absolument, on a l'impression parfois, oui, qu'il tâtonne. Il promet des choses à Ouagadougou, quand il a parlé avec les étudiants, tout en ayant une attitude très condescendante vis-à-vis du président du Burkina Faso. Il confie la préparation de ce sommet inédit dont il exclut les chefs d'État à un des intellectuels africains les plus célèbres dans le monde, mais aussi les plus critiques sur la politique traditionnelle de la France vis-à-vis de l'Afrique. Oui, en voyant Achille Mbembe piloter ce sommet, on s'est dit, tiens, les choses changent, mais est-ce que réellement, une fois que le sommet sera terminé, la France ne prend pas des mesures réelles qui nous montreront qu'il y a un changement de politique vis-à-vis des pays africains. La preuve, il y a eu 2 coups d'État, par exemple. Le coup d'État au Tchad et le coup d'État En Guinée. au Mali. Au Mali, en Guinée. Il y a eu 3, justement, d'ailleurs. Ouais, 3. 3, justement. 3, d'ailleurs. Tu as raison. Celui du Mali a été condamné, surtout le second. Celui du Tchad, non. Et celui de Guinée n'a quasiment pas fait lieu de commentaires de la part des Français. Incompréhensible. Alors là, ah oui, absolument. Alors, bouclons le dossier France-Afrique et revenons à un fait inédit au Maghreb. C'est la nomination en Tunisie par le président Kais Saïed d'une femme chef de gouvernement, inconnue au bataillon. Elle l'a sortie de son chapeau. C'est une caution pour les féministes. Est-ce que c'est la solution, Abdo? Est-ce qu'une femme chef de gouvernement en Tunisie peut masquer certaines décisions erratiques du chef du président Kais Saïed? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas sincèrement. Pour moi, la Tunisie est l'incarnation, la démonstration parfaite que la démocratie ne suffit pas, notamment quand on est un pays maghrébin, arabe ou un pays africain. Une démocratie formelle ne suffit pas. La Tunisie est en train de partir à la dérive. Ce pays qu'on avait érigé en exemple en 2013, en 2014, 2015, en 2016, ces dernières années, quoi. On est en train de voir, il y a un autoritarisme qui est en train de naître et qui puise ses racines dans la déception exprimée vis-à-vis de l'expérience démocratique. Kais Saïed est en train de prendre le pouvoir, tous les pouvoirs, de manière d'ailleurs pas réellement constitutionnelle. Il a violé énormément de dispositions de la Constitution. Il est en train de s'imposer comme le raïs dans un pays qui a justement fait une révolution pour ne pas subir le diktat du raïs. Il y a un populisme illimité, des choix totalement intrigants, un suspense infini. On a l'impression que ce monsieur est en train de s'amuser. C'est un président qui est là, il veut profiter parce qu'il est là, il est arrivé au pouvoir de manière totalement incongrue, donc il va en profiter. Il donne l'impression qu'il est lui le Messie, il veut sauver la Tunisie en instaurant un nouveau système. Et quel sera ce nouveau système? Bien sûr, ce sera son système, pas le système que le peuple va choisir. Dans la Tunisie, il va partir par un échec total. En même temps, quand le peuple a choisi, on a une succession de crises, on a une succession de gouvernements, pas de décision, une crise économique, une paupérisation de la population. Il faudrait quand même que quelqu'un prenne les choses en main. L'expérience tunisienne démontre que les élites maghrébines ou arabes ne sont pas réellement encore matures pour une expérience démocratique réussie. Une démocratie naissante a besoin d'un développement économique assez élevé pour réussir. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de démocratie pauvre, qu'il ne peut pas y avoir de démocratie dans un pays pauvre. Et les Tunisiens ont été très logiques. Au bout de 5 ans, 6 ans, ils ont vu que leur pays s'appauvrit, que le chômage explose, que l'économie recule, que la création de richesses a chuté, que les difficultés économiques ont totalement explosé, que tout se passe encore plus mal et beaucoup plus grave qu'avant. Eh ben, les Tunisiens se sont dit, est-ce que la démocratie était un bon choix pour nous? C'est chose que n'importe quel peuple aurait pu choisir. Il ne faut pas oublier que la démocratie, en ce moment, elle a réussi. Je pense que l'histoire l'a démontré aisément, que dans les pays qui sont riches. Or, nous, les Maghrébins ou les Arabes en général,
on veut faire de la démocratie, on veut faire la démocratie dans des pays où on a encore du mal à nourrir des familles. Il y avait un grand penseur allemand, Bertolt Brecht, voilà, qui disait que l'affamé n'a pas besoin d'un bulletin de vote. L'affamé n'a pas besoin d'un bulletin de vote. Aujourd'hui, le Tunisien de la rue, il veut un boulot, il veut une voiture, il veut un logement décent, il veut avoir une monnaie, il veut pouvoir surfer sur Internet, il veut pouvoir profiter de la modernité. Si la démocratie se résume à des slogans de droits de l'homme ou des slogans d'une justice, alors que la justice sociale elle-même est inexistante, alors ça n'a aucun sens. Donc il y a une grande partie de la Tunisie qui peut être en train de se remettre en cause et de dire est-ce que le choix démocratique était vraiment le bon choix. Bah, on le voit dans la rue, il a beaucoup de sympathisants, Oui, parce que les Tunisiens rêvent d'un nouveau système, parce qu'ils ont vu que, n'oublions pas que le problème de la Tunisie, c'était ces élites tunisiennes, c'est les élites tunisiennes. La guerre entre laïcs et islamiques, islamistes, plutôt la guerre laïque islamiste, l'inexpérience d'un Nahda, les mauvais choix d'un Nahda, la purge radicale qui a été menée au sein des partisans de Ben Ali, alors qu'au sein des Ben Ali, il y avait beaucoup de cadres qui étaient valables, de technocrates qui étaient compétents, on les a écartés, on les a chassés, on les a insultés, on les a accusés. Donc il y a pas mal de paramètres politiques. L'élite politique tunisienne n'a pas été à la hauteur. La Tunisie, ces dernières années, c'était un théâtre. Un théâtre, on voyait au Parlement, tout le monde se disputait contre tout le monde disait n'importe quoi. Moi, je me souviens ces dernières années, ce que je lisais dans la presse tunisienne, c'était extraordinaire. On avait une presse de folie, des commentaires, des insultes anti-islamistes, anti-gauchistes, je ne sais pas quoi. Le pays a sombré dans un délire. Les Tunisiens n'avaient pas compris que la liberté n'a de sens que lorsqu'on l'utilise pour construire quelque chose qui dure dans le temps. Les Tunisiens, malheureusement, n'ont pas construit quelque chose qui dure dans le temps. Il y a une culture démocratique en Tunisie, mais cette culture démocratique n'a pas abouti à la construction d'institutions démocratiques stables, permettant au pays d'évoluer dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens économique, dans le sens du développement économique. Aujourd'hui, si tu me donnes des urnes et tu me dis va voter, alors que moi, je n'ai ni travail, ni monnaie électronique, ni la possibilité de voyager, ni la possibilité d'avoir une belle voiture, etc., je suis désolé, mais qui voudra de cette urne? Voilà. C'est ça le problème de la Tunisie. Et l'Algérie et les autres pays, l'Algérie et le Maroc notamment, devront analyser soigneusement cette expérience tunisienne. Parce que le sous-développement économique de la Tunisie l'a fragilisé devant les ingérences étrangères. C'est ce qui a permis aux Émirats, c'est ce qui a permis aux autres pays d'intervenir et de faire ce qu'il fallait faire pour imposer leur pion, leur agenda. Donc, une femme chef de gouvernement, il pourra gagner du temps, essayer où il y aura la crise, parce qu'il n'y a pas de, on voit, il n'y a pas de solution, il n'y a pas encore de gouvernement. 2 mois et demi après avoir la dissolution du gouvernement et du Parlement, on n'a rien, réellement, à part la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Karim, on ne gère pas un pays avec des slogans, on ne développe pas un pays avec des sentiments, on ne règle pas les problèmes d'un pays avec des annonces superficielles ou des choix comme ça symboliques. Non, les pays ne vivent pas des symboles et des slogans. Les pays se développent et vivent des actions, des plans concrets de développement, et des réformes structurelles. Les slogans et les symboles n'ont jamais permis à un pays d'évoluer dans le sens positif de l'histoire. Justement, Abdou, il y a un symbole très fort. Les islamistes ont été chassés au Maroc par les urnes. Aziz Akhannouch vient de former son gouvernement, beaucoup de technocrates politisés, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes surdiplômées. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? D'abord, je pense qu'il ne faut pas exagérer la défaite des islamistes au Maroc. Les islamistes au Maroc ont été victimes de l'usure du pouvoir. 10 ans, rappelons, c'est 10 ans au pouvoir. Ouais, mais 10 ans au pouvoir, il fallait les faire. Je ne connais pas beaucoup de pays où les islamistes sont restés 10 ans au pouvoir. C'était d'abord, il y a un effet de l'usure. Et c'était une première historique au Maroc, un parti qui a été reconduit et qui gagne les élections après un premier mandat. Et le bilan n'est pas aussi catastrophique que ça. C'est ce que les Marocains, beaucoup de Marocains, notamment au sein de l'élite marocaine, ne veulent pas le reconnaître. On aimerait bien voir, dans 2-3 ans, on verra le bilan de la nouvelle équipe. Mais quand on voit le bilan global de ces 10 années, le Maroc a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Les islamistes ont joué un rôle, ils n'ont jamais été un frein. Contrairement à la Tunisie, où Nahda a été un frein
à un frein au développement du pays. Au Maroc, les islamistes n'ont pas été un frein. Ils ont été au contraire, ils ont fait des compromis, ils étaient dans le consensus. Ben Kiana s'est retiré lorsqu'il fallait se retirer. Il y avait vraiment une politique très intelligente de leur part. Après, voilà, 10 ans au pouvoir, marqués par la pandémie, la crise de la pandémie, les difficultés économiques, tous les problèmes qui en sont nés dans le sillage de la crise de la pandémie. Il fallait vraiment tourner la page. Et je pense qu'il aurait été même judicieux que les islamistes eux-mêmes comprennent qu'il était temps de passer le flambeau pour revenir vers des moments beaucoup plus opportuns. Parce qu'en ce moment, dans les pays maghrébins en général, mais africains en particulier, prendre le pouvoir en ce moment, c'est vraiment pas un cadeau, vu tous les défis et les enjeux qui sont en train de se négocier en ce moment. Lamine, je ne sais pas si Lamine est avec nous. Je demande à la régie. Est-ce que Lamine est avec nous? Lamine? Lamine, tu m'entends? Lamine? Lamine Ould Selm, on l'a perdu. Donc, malgré tout, Abdou, les islamistes ont été congédiés par les électeurs. Il y a eu des chantiers, des gens aussi, des économistes au Maroc disent un peu qu'il y a eu des chantiers qui ont été à l'arrêt, qui n'ont pas eu cette capacité avec des cadres pour impulser. Au moment où on devait faire 5% de taux de croissance, de 6% qu'ils ont annoncé dans leur programme, on était à 2 avant le Covid. Oui, ils n'ont pas réussi ils n'ont pas réussi à relever tous les défis. Voilà, encore, voilà, c'est pas la capée d'Erdogan non plus, clairement. Mais On en est loin, on en est loin, on en est loin. on en est loin, non, on en est loin. Mais par rapport aux autres familles islamistes du Maghreb et du monde arabe, je suis désolé, les islamistes marocains se distinguent par un bilan qui est vraiment à leur avantage. Alors, on verra de toute façon. De toute façon, on verra l'équipe qui va les remplacer. Bah oui, chacun sera jugé par les urnes de toute façon. Cette habitude qui s'est installée au Maroc, c'est-à-dire venir par les urnes et partir par les urnes, ce qui est peut-être un cas spécial dans le monde arabe jusqu'à aujourd'hui. Je demande à la régie, est-ce qu'on a repris Lamine? Lamine, alors, deux commentaires. Une femme chef d'État en Tunisie, rapidement. Est-ce que Kais Saïd est en train de gagner son pari? Alors, justement, je pense qu'il a surpris tout le monde en nommant une femme, même si beaucoup de gens pensent qu'il a choisi une technocrate et pas une politique, éventuellement pour ne pas qu'elle lui fasse de l'ombre et pour qu'elle lui serve plutôt de chef de gouvernement technocratique, c'est-à-dire d'une exécutante. Mais je pense que symboliquement, Kais Saïd dont n'oubliez pas qu'il y a de cela quelques temps, c'est dans certains milieux tunisiens, progressistes notamment, sensibles aux droits des femmes, commençaient à douter des engagements et surtout des facultés de Kais Saïd à respecter un certain nombre d'acquis pour les femmes tunisiennes. On le traitait même de néoconservateur, etc., etc. Et la nomination de cette femme, je pense que ça rassure beaucoup une partie de ces gens-là, de ces Tunisiens, qui les conforte, qui les rassure en moins que sur un certain nombre de choses, des acquis, des droits déjà acquis pour les femmes tunisiennes. Il est éventuellement prêt à respecter notamment, par exemple, l'interdiction de la répudiation et son remplacement par le divorce, l'égalité homme-femme sur un certain nombre un certain nombre de points, etc. etc. Et je pense que oui, c'est symboliquement, le coup, c'est un joli coup de la part de Kais Saïd, mais je pense qu'il a plutôt, il doit de manière très rapide, dans un délai raisonnable, fixer le cap aux Tunisiens, sinon il risque lui aussi de se retrouver face à un mouvement de mécontentement et qui risque de fragiliser non seulement ses propositions, mais les acquis démocratiques de la Tunisie. Alors, un nouveau gouvernement au Maroc aujourd'hui. Aziz Akhnouch a formé son équipe. Les islamistes ont été chassés après 10 ans au pouvoir par les urnes, après une défaite cuisante. Qu'est-ce que cela t'inspire comme commentaire, Lamine? Alors, j'avoue que je suis parmi ces personnes qui ont été non pas surprises par la défaite, mais par le score. C'est-à-dire quasiment perdre quasiment 80% des sièges qu'il possédait. Et de l'électorat. Oui, absolument, parce que n'oublions pas qu'il s'agissait quasiment d'élections générales, c'est-à-dire législatives, locales et régionales, et où le score était très, très, très faible par rapport à ce à quoi le PJD a habitué les Marocains. Alors, mais si on fait
une sorte de rétrospective de ces dernières années des images et des actes posés par le gouvernement du PJD vis-à-vis des Marocains. Il y a un phénomène de désaveu qui a commencé de manière très timide il y a de cela quelques temps, 2-3 ans à peu près, et sur lesquels d'ailleurs ses adversaires ont beaucoup joué. Et je pense que ses adversaires ont très vite compris, bien avant que le PJD lui-même se rende compte qu'il était en train de perdre des voix, qu'il était en train de perdre des soutiens, et que la corruption d'un certain nombre, ou en tout cas un certain nombre de scandales dans lesquels sont impliqués certains proches du parti au niveau local, au niveau régional, etc. Et les On a perdu Lamine encore? différentes crises. Oui, oui, Lamine. Vous voulez bien répéter un peu? Parce qu'on vous a perdu un moment. Lamine? Je pense qu'il y a un problème de connexion La Internet. coalition Oui. du DNI fasse un score plus ou moins intéressant et qu'elle finisse pas par paraître majoritaire. Mais Donc, pas à une défaite aussi cuisante du PJD. et ce changement de pouvoir pacifique au Maroc, c'est-à-dire c'est la première fois où les islamistes, dans ce contexte arabe, arrivés par les urnes, repartent ou sont partis, est conduits par les urnes. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, bon, certaines personnes font le lien entre la défaite du PJD, la crise, les décisions prises par Faïd Saïd, et dont les vrais perdants sont le parti de Nahda et Rachid Ghannouchi. Puis, entre ces deux résultats, les derniers résultats aussi en Turquie, comme quoi il s'agit d'un recul de la mouvance des frères musulmans un peu partout dans le monde musulman, etc., etc. Certains, ils voient. Moi, je pense que en fait, chaque pays a ses spécificités, notamment le Maroc est un pays très spécial, où le rapport entre les différentes forces politiques, la monarchie, etc., sont régis avec un certain nombre d'abord par des règles très particulières, mais aussi par un certain nombre de pratiques, c'est des règles qui ont été fixées par la pratique, etc. Ce qui n'est pas le cas de Nahda en Tunisie, ce qui n'est pas le cas non plus des frères musulmans en Égypte, etc., etc. Moi, je pense qu'il s'agit d'une spécificité marocaine. Si elle peut servir d'exemple dans le reste du monde musulman, comme quoi, donc, y compris tout le monde, y compris les islamistes s'habituent à prendre le pouvoir par les urnes, partir par les urnes, revenir éventuellement, oui, ce serait une très bonne chose. Alors, à la fin de cette émission, si je vous demande de choisir l'homme de la semaine, Lamine, pour toi, qui a été l'homme de la semaine? L'homme de la semaine ou plutôt la femme de la semaine? Ou la femme de la semaine. Homme avec grand H. C'est la nouvelle chef de gouvernement tunisien. Abdou? Difficile. Pour moi, je dirais la femme de la semaine, c'était la femme enceinte Harraga algérienne qui a quitté l'Algérie avec 5 enceintes à 8 mois, avec 5 enfants. Enceinte à 8 mois, avec 5 enfants dans une embarcation qui a été sauvée au large des côtes espagnoles. Si je ne me trompe pas, c'était au large d'Alicante ou d'Almeria, l'une des deux provinces du sud de l'Espagne. Peu importe la géographie, mais moi, ça m'a fait pleurer. Franchement, je te dis la vérité, Karim, je me suis dit comment on en est arrivé là. Comment? Et face à ce drame, je m'attendais à des réactions, en tout cas en Europe comme en Algérie. Bon, en Algérie, c'est une dictature, le système, voilà, malheureusement, ça se banalise. Tout. Même dans la presse européenne, ça se banalise. Voilà, malheureusement, même en Europe, personne n'a osé dire mais qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même qu'on demande des comptes à Alger. Il faut quand même qu'on nous donne des explications. Qu'une femme enceinte avec 5 enfants risque sa vie, navigue après une traversée tumultueuse et sauvée grâce au secours en mer, grâce au sauveteur espagnol, et qu'elle se retrouve entre les mains de la Croix-Rouge et que personne, ni au sein du régime algérien, ni à Bruxelles, ni au plus haut sommet des États européens ne se pose la question. Demain, quand ça va exploser l'Algérie, comme on dit, si demain ça va s'aggraver. Qu'à Dieu n'en plaise, qu'à Dieu n'en plaise. Qu'à Dieu n'en plaise, comme tu as dit, bien merci pour la traduction. Ça fait vraiment peur. Voilà, ça fait vraiment peur et ça m'interpelle. Merci d'avoir été. Vous êtes mes invités permanents, de toute façon, vous êtes les habitués de l'émission.
Abdou, je te libère pour regarder le match de l'Algérie. Et bonne chance Voilà. pour les Fennecs. Lamine, Merci je à sais que toi. Saint-Etienne ne joue pas ce soir, donc toi, tu es cool, hein, tu prends un thé chez toi tranquille. Nous arrivons à la fin de cette Mais il y a émission. l'Algérie qui joue, il porte le vert. Donc Et il à va l'Algérie, supporter. et à l'Algérie, bien sûr qu'il y a l'Algérie qui joue ce soir. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. On était sur Maghreb est égal à monde, sur Maghreb Intelligence TV. À la semaine prochaine. Restez avec nous.